En 1986, il y eut une guerre nucléaire. Durant cette guerre, toutes les ogives ont été lancées. Toutes, sauf une. Pour lancer ce dernier missile, il fallait encoder 2 clés. Toute personne qui possédera ces 2 clés contrôlera l'arme nucléaire la plus puissante du monde post-nucléaire. Une arme qui élèvera le possesseur des clés au rang de Big Boss du Wasteland. Voilà, je suis chaud, cette intro tirée du film a de quoi séduire. Si vous saviez comme j'ai rêvé de cette fameuse ère post-nuke dans laquelle je m'imagine tirer mon épingle du jeu en m'adonnant à des petits jeux de massacre avec ma bande de punk à clous. Ce soir les amis, on parle post-apocalypse, et pour une fois, ça se passe pas du côté italien. Salut les mecs et bienvenue au Bad Frank Vidéo Club pour cette dernière vidéo de l'année. Ou du monde en fait. On ne sait pas de quoi demain sera fait. J'avais envie de vous livrer ma version de l'apocalypse, assez proche de celle du film de ce soir en fait. Mais bon, de quoi s'agit-il? Eh bien d'un film, à mon sens, vraiment très rare, que ce soit en VHS ou en version pirate. Ce film est une véritable ogive dans une botte de foin. Ok, ça marche pas, donc dans une énorme botte de foin. Il est connu sous 2 noms, Radioactive Dreams en VO et Le Dernier Missile chez nous. Il s'agit du 2e film de notre ami hawaïen Albert Pyun. Ce nom vous est forcément connu étant donné qu'il est le réalisateur de Cyborg avec notre héros national, de Dollman, Kickboxer 2, etc. Il a réalisé comme un paquet de séries B et son premier film c'est L'Épée Sauvage. Un heroic fantasy qui a eu son petit succès, toute proportion gardée évidemment. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? En 1986, les ogives nucléaires sont lâchées sur la Terre. 2 pères de famille mettent leurs 2 fils à l'abri et partent dans les terres désolées, laissant leur progéniture livrée à elle-même. En 2001, les 2 jeunes hommes, Philippe et Marlowe, en hommage à Philippe Marlowe, détective privé de romans policiers, sont passionnés par les détectives et avides de découvrir le monde. Ils quittent l'abri et partent à l'aventure. Dans leur périple pour rejoindre la ville d'Edge City, ils croiseront une galerie de personnages dont pas mal d'entre eux souhaitent mettre la main sur 2 clés qui permettent de lâcher le dernier missile nucléaire qu'ils ont en leur possession. De neuneux et naïfs, ils vont apprendre que dans le Wasteland, il ne s'agit pas de tendre l'autre joue. Tout d'abord, j'aimerais présenter l'équipe du film, à commencer par les acteurs. On retrouve John Stockwell dans le rôle de Philippe, que l'on voit dans Top Gun, Christine, Blue Crush ou encore Losing It. Il a eu une carrière assez prolifique. On a aussi Michael Dudikoff, alias Marlowe. Et Satan sait à quel point ce nom parlera à tous les fans de série B et Z. De Tron à American Ninja en passant par Bounty Hunters et Bloody Birthday, Dudikoff aura aussi roulé sa bosse dans le milieu. Avant American Ninja, le Lascar était athlétique, mais ne pratiquait pas les arts martiaux. Après ce film, il y a pris goût et s'est quand même entraîné avec un grand maître brésilien de Jiu-Jitsu, Rorion Gracie. On a la belle Michelle Little dans le rôle de Rusty, qui a joué dans Apollo 13 en 1995, et qui a rencontré son mari Brett Cullen. Elle arrête le cinéma ensuite pour se consacrer à la famille. Hé, toi tu t'écrases, pétasse, retourne dans ta cuisine et fais-moi à bouffer! Je terminerai par Lisa Blount, qui joue le rôle de Miles, que j'appelle Miles la Poufias. Elle est morte à 53 ans en 2010, elle a quand même eu pas mal de rôles en TV et quelques films. Alors pour commencer, je peux déjà vous dire qu'on tient là, à nouveau, un film de vidéoclub pur jus, mais à 100%. Bien que noyé dans la masse de post-apo italiens sortis dans le sillage de Mad Max, il parvient selon moi à tirer son épingle du jeu. Au niveau de l'histoire, de la galerie des personnages et de l'univers proposé,
je ne peux qu'encenser le film, bien que j'attire fortement votre attention sur le fait qu'il faille se mettre dans le crâne que c'est une série B, mais bien B. B avec un Z au bout d'ailleurs. Si vous le matez comme un film normal, ben non, ça fonctionnera pas. Soyez indulgents si, je veux bien, mais si vous ne faites pas d'efforts, on va pas y arriver. Bon, donc l'univers proposé, sympa. Par contre, la technique, aïe aïe aïe, là c'est le foirage du film, entre la réalisation souvent illisible, le montage cut à l'arrache. Et la photographie, tantôt cramée, tantôt sous-exposée, il y a de quoi chier des poutres quand même. Surtout que le directeur photo n'est autre que Charles Minsky, directeur photo de Pretty Woman. Bon, alors, tant que je suis dans les critiques négatives, il faut quand même dire que, malgré toute l'affection que j'ai pour son cinéma, Pyun reste un mauvais réalisateur. Mais c'est pas non plus très grave, disons qu'avec un peu de talent et du pognon, ça aurait été un film très canon. Mais la version fauchée proposée ici, bien que fort défaillante, a tout de même de quoi vous séduire. Soyez rassurés à ce niveau-là. Pour un film que j'ai largement fantasmé, je n'ai pas été trop déçu à l'arrivée. Je l'ai été, bien sûr, mais ça va. La bande originale est ponctuée de morceaux 80s rock, punk, new wave, qui sonnent bien. Le reste est pas mal inexistant en termes de son, et il m'a semblé ne pas entendre quelques bruitages, mais je ne les ai pas relevés parce que sincèrement, c'était pas nécessaire. Dommage qu'on nous serve cependant très souvent la même chanson durant le film. Bah bon, le budget, pas le choix. Moi aussi envoyé en l'air sur le pouce, mais attends, je vais te présenter. Salut. J'en parle dans la partie un peu chiasse de ma vidéo, mais c'est pas du tout un défaut. Pour ceux qui ignorent comment fonctionne un film au cinéma en 35 mm, voilà le topo. Un film fait quelques kilomètres et est vraiment lourd à manipuler. Donc on a quelques bobines, souvent entre 5 et 8, qu'on assemble sur un banc de montage en quelque sorte. Et entre les bobines, quand en haut à droite de l'écran, vous voyez un glitch noir ou blanc, ou même les deux, ça veut dire que le film vient de passer la coupure entre les deux péloches. Voilà, ça c'était la Minute Culture, et vous pouvez d'ailleurs en admirer quelques-unes du film de ce soir. Bon, je n'ai pas trop fait souffrir ce film, vous pourrez le remarquer. Poursuivons sur une note positive. La musique, l'acting, l'univers, la proposition post-nuke et les nombreuses influences de Pyun sont à mettre à l'honneur. Donc si on met tout dans la balance, on obtient un film divertissant, bourré de défauts, qui parfois nous sortent du film, mais les aspects positifs ont tendance à nous repositionner dans le film directement. Donc clairement, dommage pour ce plantage, mais le film reste hautement fréquentable, ça vous devez en être certain. Allez, parlons un peu du film. En termes d'influence, il y en aura pour tout le monde. Les deux amis de l'abri se sont nourris de romans noirs, d'histoires de détectives, c'est pourquoi d'ailleurs, comme je l'ai dit, ils se sont renommés Philippe et Marlowe en hommage. C'est une sorte de Dick Tracy tout aussi fictif. Et cette influence 50s est appuyée par une esthétique noir et blanc au début, avec l'accoutrement de détective typique, et on retrouve aussi la voix off, celle de Philippe, qui narre certains passages. Mon nom est Philippe. Et ce qui va suivre, c'est mon histoire et celle de mon pote Marlowe. Ça commence le jour où on est sorti de cet abri pour aller vers le monde post-atomique.
comme on peut le retrouver dans l'approche roman noir. La culture pulp est vraiment palpable. On retrouve pas mal de tirades d'humour faciles et naïfs. Tu joues les étalons dans des pornos, c'est ça? En fait, pas exactement. Je suis détective privé, madame. Ah oui, bien sûr. Pourtant cohérents avec l'histoire. Les deux copains ne connaissent que l'abri et les lectures qu'ils ont eues dans cet abri, sur le monde, sur l'univers. Ouais, c'est tout ce qu'ils connaissent. Oh, qu'on soit ça! Ouais. À tout à l'heure. Salut à toi. On a pas mal d'incohérences aussi, comme par exemple quand ils sortent de leur abri au calme. Moi j'aurais mis au moins un masque. Il paraît que c'est plein de nanas qui n'attendent que nous, Phil. Ouais, des nanas qui attendent que nous. Hé, tu trouves que le monde a beaucoup changé? Ils ont aussi beaucoup de chance. Ayant croisé une meuf, plus tôt, elle fait tomber une pochette en cuir qui a appartenu au daron de Marlowe. Bah, quelle chance de dingue, j'ai envie de dire. Mais bon, soyons bons joueurs. Dans la galerie de personnages, on retrouve tantôt des gangs d'enfants à la masse, mais fort rigolos. Ah ouais. Et où est-ce qu'il est passé ton frère? Il est resté dans le camion. Il a perdu ses 2 jambes pendant la guerre. Putain de salope, tu me frappes encore une fois, je te transforme en putain de passoire. Sortez de cette bagnole avant que je réponde votre putain de cervelle sur cette putain de caisse. Des cannibales ressemblant à Alice Cooper. Alors, où elles sont porcinées? Dites-moi d'abord à quoi est-ce. Des punks, des new wave, bref, que du beau monde. On a la chance aussi de voir un rat mutant, géant en carton-pâte, qui fait quand même plaisir. Pour peu et avec un peu plus d'irrévérence, on aurait côtoyé la trauma sur ce coup-là. Ah au fait, j'allais oublier. C'est quand même là que tu te dis que dans les 80s, on fantasmait le post-apo, avec des punks à clous, des freaks, etc. Alors qu'en réalité, si ça arrive, et en fait c'est en train d'arriver, la partie riche de la civilisation, l'Occident, se repeuple de 99% de fils de pute et de gens tellement fragiles que s'ils étaient téléportés dans la vraie ère post-atomique comme nous on l'aime, ils serviraient de goûter aux guerriers de la route que nous sommes. Ils sont tellement gavés de soja et de cuisine bio qu'on pourrait les transformer en antibiotiques ou en suppositoires. Une des différences avec les post-apo italiens réside dans l'approche. Là où les Italiens tentent, en vain, de nous en foutre plein la vue avec des effets, des cris, des bagarres, etc., Pyoun nous invite à l'émotion. Attention, quand je dis l'émotion, je veux plutôt dire qu'il les fait exister. D'ailleurs à ce sujet, résume ma vie en une phrase. Tu sais ce qu'il y a de plus moche dans tout ça? Marlowe et moi, on était 2 braves types honnêtes et droits. Nous voilà maintenant remplis de haine et de colère. En fait, il se veut par moments profondément humain et surtout réaliste en termes d'émotion. Une chose qui le démarque aussi des autres productions du même calibre, c'est le rythme. Il y a, pour ainsi dire, pas de temps mort dans ce film. Sincèrement, une version HD me plairait énormément. Si quelqu'un est au courant de quelque chose, qu'il se manifeste dans les commentaires. J'en terminerai par cette phrase prononcée par Philippe, pleine de bon sens, et que je vous invite à partager en cette période sombre de notre histoire. Ah, au sujet de ces clés. Vous inquiétez pas, je les ai planquées dans un endroit sûr, que seul Marlowe et moi on connaît. On aurait pu les détruire, mais on s'est dit que... on sait jamais. En cas de coup dur, un missile nucléaire, ça peut toujours servir. Je vous souhaite de bonnes fêtes et une excellente apocalypse. Sois courageux, reste là-dedans pendant 20 ans,
et puis seulement tu pourras sortir. Allez, à plus. Est-ce que tu es un mercenaire du futur? Je suis un mercenaire du futur, mais le fruit de ton imagination. La vraie apocalypse, c'est par là que ça se passe. Quoi? Mais... Bonjour. Qu'est-ce que t'as? Trop chelou, toi. Quoi? Chelou. Qu'est-ce que tu sors d'une grotte ou quoi? Wesh, Non, je... qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vous le futur? MDR. T'as un problème? Oh, oh. C'est vraiment ça? Le futur? Ouais, c'est le progrès, grand. Je vais tout faire péter!